très très belle question qui intéresse tous les pédagogues. À la fois, la grande innovation de la deuxième décennie du siècle, ce sont les communautés apprenantes. La question, c'est comment est-ce qu'on l'intègre avec tout le parcours existant et tout l'écosystème. Et donc là, vous allez avoir la chance d'avoir toutes les réponses à toutes les questions que vous n'êtes peut-être jamais posées. Et vous aurez la possibilité de les poser à la fin. Donc n'hésitez pas à solliciter tout le monde pour approfondir des sujets. À la fin, vous aurez un temps de parole qui sera le vôtre. On démarre ? Eh bien, je vous laisse la place. Merci beaucoup à tous. Bonjour, je suis Agnès Hou, je suis responsable de l'offre au sein du groupe Abilways. Anka Bobok, chercheur en sociologie du travail et des organisations dans le département des sciences sociales d'Orange. Et Édouard Fourier, ingénieur formation en charge des 2 programmes dont on va vous parler. Donc, quand on a commencé à préparer cette conférence, le sujet, c'est que, en tant qu'organisme de formation, souvent, on nous demande de créer une communauté autour des parcours de formation. Et souvent, en nous disant, on va faire un parcours de formation avec 6 séances, et puis à la fin, ça permettra de créer une communauté. Alors, spoiler international, ça ne marche pas comme ça, ou on aimerait bien, mais en fait, il va falloir mettre en place un certain nombre d'actions pour que ça fonctionne. Du coup, on a voulu vous partager à travers 2 parcours que l'on a aujourd'hui en place avec Orange. Un parcours qui est créé, le premier, qui est créé autour d'une communauté, et le second, où on a créé la communauté autour du parcours. En vérité, là, on va vous les présenter dans l'autre ordre. On va d'abord vous présenter celui où on a créé la communauté autour du parcours, et ensuite, on vous parlera de l'autre, où il y avait déjà une communauté existante, et on s'en est servi pour créer le parcours de formation. Peut-être en premier lieu, se redire ce que c'est qu'une communauté. Une communauté, c'est aussi une proximité, c'est la force du lien social, avec une proximité affective entre les participants de la communauté. Au contraire d'un réseau, un réseau qui est quelque chose de plutôt non centralisé, quelque chose de plutôt non centralisé, et qui se doit d'être efficace, parce que s'il n'est pas efficace, il meurt. Aujourd'hui, on va vous parler des communautés qui sont physiques et aussi des communautés qui sont digitales, puisqu'en fait, le digital est aussi un moyen d'entretenir et de faire vivre ces communautés. En premier lieu, donc, Anka va vous parler de l'aspect sociologique et de son éclairage scientifique sur les choses. Et après, on vous décrira les parcours et comment, concrètement, nous, on a animé ces communautés autour de ces 2 parcours. Merci Agnès. Donc ces communautés-là, comme dit Agnès, pourquoi elles sont importantes? Parce que vraiment, ce sont des lieux dans lesquels... Parle plus proche, on t'entend pas. Dans lesquels ces membres échangent, ils construisent aussi des points de vue communs, ils peuvent ensuite puiser dans cette expérience commune pour ajuster leurs pratiques au quotidien dans des contextes locaux, dans des contextes qui bougent beaucoup. Donc, ce sont vraiment des ressources. Et on va voir à quel point elles sont des ressources aussi pour l'apprentissage, mais pour le travail de manière plus générale. Au cœur de ces communautés, eh bien, des liens sociaux entre des personnes qui ont appris à se connaître, à se faire confiance. Et ces liens, comme je viens de dire, sont très importants pour l'apprentissage. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. On a toujours besoin de discuter de ce que l'on a vu seul, de discuter, de confronter avec des points de vue, avec l'existant, avec l'expérience des autres. Donc, une dimension sociale dans l'apprentissage qui est très importante. Et cette dimension sociale de l'apprentissage a été un peu bousculée ce dernier temps face à des formations récentes de la formation. Face à des enjeux d'emploi, de lutte contre le chômage. On a assisté à des mouvements d'individualisation de la formation, à des mouvements de responsabilisation des individus dans l'acquisition, dans le maintien de leurs compétences, et aussi des mouvements de rationalisation de la formation tout court en lien avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Le résultat, c'est que dans ce contexte, le numérique est apparu comme une solution pour se former.
parce qu'il donne accès à des contenus en ligne, et c'est vrai qu'en plus les ressources en ligne se sont beaucoup multipliées, et ça permet à un individu, en principe, de se former, entre guillemets, en fonction de ses besoins, en fonction du temps qu'il a à disposition. Donc, on a assisté à une flexibilisation de ces formations, à cette volonté, en tout cas, de flexibiliser l'apprentissage. Mais qu'est-ce qui se passe vraiment en réalité? C'est que le numérique a quand même aussi des conséquences sur la manière d'apprendre et sur la manière de dispenser des connaissances. Des conséquences qu'il est important d'avoir en tête. D'une part, il conduit à des discontinuités spatiales, temporelles et au final relationnelles. En gros, comme formateur, je n'ai plus vraiment tous mes apprenants sous les yeux, je n'arrive plus à voir tout de suite un tel qui décroche et à aller le chercher. Comme apprenant, mais je suis plus en présentiel, c'est plus difficile d'apprivoiser les autres, de savoir que oui, un tel, oui, j'aurai le courage de lui dire que je n'ai rien compris, de commencer à poser des questions, choses qui sont moins évidentes à faire en ligne. Donc voilà, ces discontinuités spatiales, temporelles, relationnelles vont jouer sur l'apprentissage. Et deuxième conséquence, c'est le développement d'un rapport plus instrumental au savoir. Je m'explique, c'est cette idée avec le numérique, et c'est sûr que c'est facile à faire, comme je disais, à aller chercher des ressources, à aller chercher des schémas opératoires, mais qui sont utiles à très court terme, au risque de perdre une construction plus globale des savoirs, de faire le lien avec d'autres domaines de connaissances, d'autres systèmes explicatifs, de placer ces nouvelles connaissances que l'on découvre en ligne, de les poser sur le fond plus global d'une connaissance qui se construit et qui est utile à plus long terme. Donc le risque, c'est aussi de mettre en danger le développement des compétences à plus long terme. Donc voilà, quelques conséquences aussi du numérique sur la formation. Pourquoi je vous en parle ? Parce que derrière, on peut aussi agir. Et je fais juste un petit passage par l'approche par les capacités, qui fait bien la distinction entre savoir-faire et être en mesure de faire. En gros, c'est pas parce que j'accède en ligne avec des outils à des contenus que j'arrive à me former et que j'ai le bon outil pour le faire. Ça va dépendre des facteurs individuels. Certes, j'ai eu des parcours qui ont fait que je me suis habituée avec tel ou tel outil ou à aller tel ou tel type d'information en ligne, mais aussi des facteurs collectifs et organisationnels. Et vraiment, ce sont ces médiations socio-organisationnelles qui sont très importantes pour l'apprentissage et sur lesquelles on a la main en tant que formateur et sur lesquelles les entreprises peuvent jouer. Donc, facteurs collectifs. C'est important par exemple, d'avoir des communautés, des communautés d'entraide ou simplement des collègues autour de moi sur lesquels je peux m'appuyer. On fait ce cours en ligne ensemble. Il y a quelqu'un pas très loin de là où je travaille qui suit le même cours. Donc, si je décroche, je sais que quand même je peux aller lui en parler. Des communautés transverses métiers où, comme je disais au départ, chacun peut venir discuter de ce qu'il a fait avec tel ou tel outil dans le contexte qui est le sien. Donc, on revient là vraiment sur les communautés, sur l'importance des communautés et des facteurs organisationnels. Des facteurs organisationnels organisés, par exemple, ces communautés en lien étroit avec la formation. Donc, organiser ces communautés, par exemple, cet ancrage métier. Sensibiliser les managers, il faut pas les oublier parce qu'ils jouent un rôle très important. Les sensibiliser par rapport à ces transformations liées à la formation avec le numérique, à la formation en ligne, parce que ce sont eux qui peuvent ouvrir des discussions au sein de leurs équipes. Vous vous êtes formés en ligne, eh bien, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que ça a une valeur ajoutée pour nous? Soumettre
soumettre ça à une discussion au sein de l'équipe. Ensuite, ce sont aussi des managers qui peuvent faire attention par rapport à des inégalités sur lesquelles le numérique peut jouer, des managers qui vont par exemple donner du temps à ceux qui ont plus de mal à s'extraire de leur fonction pour suivre ces formations interstitielles qui se hissent dans les temps sur le lieu de travail. Des managers qui vont légitimer aussi des formations, mais non, mais c'est important qu'elles suivent ça par rapport à un contrôle par les pairs qui peut être très fort. Oh, ben dis donc, tu as du temps pour regarder ça en ligne, passer du temps à regarder ça en ligne. Donc voilà, des managers, il faut pas les oublier. Et cette sensibilisation des managers aux formations avec le numérique peut rentrer dans des politiques de formation. Donc voilà, c'est insister sur le fait que cette dimension sociale, elle est bousculée avec l'arrivée des outils numériques. Donc, c'est important de la reconstruire, des équilibres entre présence et distance dans les formations. Donc, ça veut dire aussi qu'au niveau des politiques d'entreprise, on peut veiller à des parcours de formation où des formations en présentiel vont alterner avec des formations à distance, ou dans une même formation, on peut équilibrer présence et distance, de faire attention justement à ces traductions concrètes en situation de travail des connaissances dispensées en ligne. Donc voilà l'importance de politiques de formation. Et dans ces politiques, on peut aussi sensibiliser à l'importance des communautés, donc des communautés qui peuvent être en ligne, en présentiel, le métier, entraide, comme je viens de dire, formel, informel, mais qui demandent souvent un temps d'animation qu'il faut pas négliger, et surtout qu'il faut arriver à intégrer soit dans des formations, soit dans des parcours de formation. Donc ça pose la question du lien entre le formateur, l'animateur. Est-ce que le formateur est aussi l'animateur? On a vu d'ailleurs vu que les rôles des formateurs se sont aussi déplacés, ne sont plus ceux qui ne sont plus les sachants, sont aussi ceux qui animent. Est-ce que du coup c'est à eux d'animer ces communautés? Ça dépend bien sûr du contenu de la communauté. Et donc c'est de ces différentes communautés que mes collègues vont vous parler, en illustrant justement la place des communautés par rapport à la formation, à des parcours de formation. Merci Anka. Alors concrètement, la mise en application à travers deux parcours. Le premier parcours, il a pour titre pitcher un projet avec le storytelling, mais peu importe le sujet finalement. C'est un parcours qui est constitué comme suit. On a un kick-off, un vidéo learning pour avoir des apports théoriques, avant de passer à 4 classes virtuelles qui sont les apports et le complément de ce qui a été vu dans le vidéo learning. Et tout au long, c'est qu'entre chaque classe virtuelle, on a mis en place un certain nombre d'exercices à réaliser qui sont vus par le formateur et ensuite débriefés pendant les classes virtuelles. Ensuite, on a 2 REX. Alors, pourquoi 2 REX? Puisqu'il s'agit de pitcher. Donc, on permet aux participants d'avoir un casque de réalité virtuelle qui leur est envoyé donc chez eux et qui leur permet de mettre en place un pitch, d'apprendre et de perfectionner leur prise de parole en public avec ce casque de réalité virtuelle et de pitcher, d'enregistrer leur pitch. Et le pitch est débriefé lors de la 2e classe virtuelle avec les participants. Et enfin, on a mis le poste de travail puisque tout ça, ça se prolonge au quotidien sur le poste de travail. Que vient faire la communauté là-dedans? Eh bien, on a construit autour de ce parcours et avec le formateur, une formatrice en l'occurrence, une communauté qui est en ligne sur le storytelling. Cette communauté, elle vient apporter du contenu aux participants qui, à chaque fois qu'ils ont des exercices, peuvent aller chercher de l'information dans la communauté. Donc la formatrice les incite à chaque fois à aller rechercher, elle leur montre, la communauté est structurée avec différentes rubriques sur la plateforme Orange qui leur permet d'aller chercher de l'information et qui leur permet également d'interagir et d'aller poster les résultats et les résultats de leurs exercices pour le partager avec le reste de la communauté. Donc je suis apprenant, on me demande de réaliser un pitch, de réaliser un exercice, je vais pouvoir aller regarder dans la communauté qu'est-ce qui a déjà été fait, de quel storytelling je vais pouvoir m'inspirer, lequel je vais pouvoir moi mettre en place et le partager avec le reste de la communauté.
Donc ça permet de mettre en place une notion d'entraide. Donc je me sens moins seule dans les exercices intercession. Je me sens moins seule pour réaliser mon exercice parce que au tout début, quand on n'avait pas la communauté, c'est quand même ce qui pouvait se passer. Hein. Je suis seule face à ma feuille et mon Dieu, comment je vais réaliser ce storytelling de mon pitch. Ça permet aussi d'aller chercher de l'inspiration. Et bien sûr, ça permet de l'ancrage puisque une fois que je suis retournée à mon fameux poste de travail, que pour ma prochaine présentation, je dois mettre en place le storytelling et le pitch, je vais pouvoir aller retourner dans la communauté, revoir des pitchs qui ont déjà été faits et m'inspirer à nouveau pour continuer à mettre en place ce que j'ai appris pendant la formation sans me sentir seule et désœuvrée et me dire ah bah là, finalement c'était trop dur pour moi, j'arrête tout, je retourne à l'ancien système. Voilà un peu l'idée et comment on a mis en place cette communauté, enfin en tout cas à quoi elle sert. Peut-être dire aussi qu'on l'a confié l'animation à la formatrice parce qu'on n'a pas d'experts en interne sur ces métiers-là. Orange a des experts en réseau, en télécom, mais le pitch lui-même, c'est pas dans l'essence dans l'ADN de l'entreprise. Donc on a fait appel à une expertise externe, la formatrice, puisqu'elle connaît bien ce qu'elle propose dans la formation. Donc on s'est dit, elle va faire un super levier ou super pivot entre à la fois la communauté et la formation. Et là, ça rejoint les éléments d'Anka sur l'individuel, l'environnement et le social. C'est comment on contextualise, on construit en fonction des ressources dont on dispose, en fonction des caractéristiques des acteurs, en fonction de ce qu'on trouve comme ressources dans l'organisation ou pas. Et si on ne le trouve pas dans l'organisation, ben, on essaie de le trouver ailleurs. Et en l'occurrence, là, c'est chez notre partenaire Abilways. Voilà. Alors concrètement, quand on a commencé à travailler dessus, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on s'est posé à chaque séquence la question de savoir que peut apporter la communauté à notre formation. Ça veut dire que chaque séquence est construite en réfléchissant vraiment à l'apport de la communauté et du coup les participants sont renvoyés à chaque fois à aller chercher de l'information dans la communauté. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, on les incite à aller chercher de l'information, on les incite à poster, à partager avec les autres à chaque étape. Ensuite, on a réfléchi à comment on va pouvoir animer cette communauté. Donc, oui, super. On a Alina, notre formatrice, qui est là, qui anime la communauté au quotidien, qui poste des infos, qui incite les participants à en poster, qui elle-même va poster et enrichir au fur et à mesure le contenu autour de la formation. Mais parfois aussi, une communauté a besoin de vivre au quotidien. Et là, on a imaginer des pistes. On a été un peu arrêté par le Covid, donc là, ça reprend un peu, mais on a imaginé des pistes pour se dire comment on peut faire en sorte que tous ces gens qui s'intéressent au pitch avec le storytelling puissent se rencontrer, se voir et en vrai, quoi, dans la vraie vie. Donc, on a imaginé des concours de pitch, on a imaginé un certain nombre de choses. Et en ce moment, Orange mène ce qu'il appelle l'OIS VR Tour, avec pour objectif de sensibiliser à la formation par la réalité virtuelle, mais c'est aussi du coup une occasion pour les gens qui ont fait la formation de se retrouver avec la formatrice sur différents sites à travers la France. Voilà. Donc c'est vrai on essaye de développer, mais c'est un travail toujours à repenser, à re-questionner, on teste en permanence. Voilà. Et ce qui est très sympa pendant cette OIS VR Tour, c'est que les participants de la formation viennent rencontrer leur formatrice dans les différents sites d'Orange. C'est l'occasion pour eux aussi de rencontrer des gens qui viennent s'acculturer grâce à cette OIS VR Tour, mais aussi à des gens qui ont déjà participé à la formation comme eux. Ce que je voudrais rajouter, juste, c'est le fil conducteur, vraiment, c'est pas la communauté pour afficher une communauté, c'est vraiment par rapport au processus d'apprentissage. Donc, quelle contribution, quelle valeur peut apporter une communauté par rapport au processus d'apprentissage? C'est pas pour faire de la com, de la pub, pour avoir des likes en plus, je ne sais où. C'est vraiment pour aider l'apprenant à mieux apprendre, donc ancrer plus profondément et dans le long terme. Voilà. Sinon, les actions, on les fait pas, quoi. À chaque fois, on questionne sous cet angle-là.
Donc transition, quel usage sur le long terme? On en a parlé tout à l'heure. C'est une fois que l'apprenant a vu qu'il allait retrouver de nombreuses ressources qui vont lui permettre d'enrichir ses pitchs, en l'occurrence, il va retourner dans la communauté pour chercher de l'information. On va pouvoir aussi utiliser la communauté pour leur proposer des choses un peu différentes. Donc quand il y a des événements, quand on veut tester quelque chose, on va solliciter la communauté pour lui demander si elle serait OK pour tester. Par exemple, Orange a mis en place un webinaire avec le Centre Georges Pompidou pour s'inspirer autour de l'art et de la littérature, de l'art en général. Et donc on a commencé par mettre un post dans la communauté pour lui demander si ça l'intéresserait et si ça l'intéresserait de participer au pilote de cette session. Et il y a eu pas mal de répondants. On a eu des gens qui sont venus tester et après nous faire un feedback sur l'intérêt qu'ils avaient eu pour cette nouvelle séquence qu'on pouvait rajouter au parcours de formation. Qui est en lien lui aussi avec le pitch, le sujet. Hein, voilà. Et puis enfin, on s'est dit, tiens, si on testait le lien avec une communauté. Donc ça, on ne l'a pas forcé, hein, c'est simplement une personne qui est venue à la formation et qui s'est dit, tiens, ce que vous faites là, ça pourrait intéresser ma communauté aussi, qui a un sujet qui est connexe, qui n'est pas le même, mais on pourrait tisser des liens. Donc on est en train aussi de travailler, de voir comment on peut tisser des liens entre les deux. La formatrice a échangé, qui est donc l'animatrice de notre communauté, a échangé avec l'animateur de l'autre communauté et ils font des ping-pong entre les deux dans les communautés en ligne pour pouvoir commencer à tisser des liens et intéresser à ce sujet qui est connexe, mais néanmoins qui vient enrichir les apports sur le storytelling. Alors, la deuxième communauté, donc c'est une communauté qui était préexistante chez Orange, une communauté qui existait en physique avec des animateurs locaux. Donc, c'est une communauté qui existe autour de la CNV, la communication non violente en entreprise. Des animateurs locaux qui animaient chacun leurs petits ateliers, petits ateliers ou grands ateliers, ça dépend des régions. Donc, les ateliers dans leur région et qui... ce sont pas des choses qui sont forcément structurées ou formalisées, hein. Ce sont des bénévoles, j'ai envie de dire, qui ont envie de travailler sur la communication non violente et qui avaient créé leur communauté, une communauté qui tentait aussi d'avoir un impact un peu national avec une communauté Plaza, en ligne, mais qui était moins vivante que les communautés en local. C'était vraiment plus une organisation décentralisée sur ces communautés. Et donc là, Édouard est venu nous voir en nous disant, voilà, il existe une communauté chez Orange et on aimerait pouvoir leur proposer une formation pour aller plus loin autour de la CNV. Donc là, on a monté un parcours de formation un peu sur le même modèle avec un kick-off qui cette fois est individuel puisqu'on parle de communication non violente, donc on touche des choses qui sont peut-être plus personnelles chez les gens. Donc on a mis en place un kick-off individuel où chacun a un entretien avec le formateur. Ensuite, 2 jours de formation en synchrone, donc soit en présentiel, soit en classe virtuelle. Lors de cette formation en synchrone, on constitue des potes empathiques, donc ce sont des binômes qu'on incite à travailler ensemble. Et également, une personne de la communauté vient à l'issue de la formation pour expliquer la présence de cette communauté, inciter à rejoindre les communautés locales et expliquer à quoi ça sert. Ce qui est important de voir là, c'est que la CNV, c'est une pratique qui se fait sur le long terme. On a besoin de pratiquer sans cesse la CNV pour y arriver. Ça se fait pas en 2 jours, ça serait bien, mais non. Ensuite, on propose aux participants un travail intercession et c'est là qu'on va les inciter à aller se rapprocher des communautés locales pour pouvoir pratiquer et mettre en œuvre la CNV. Et puis, on a cette fameuse classe virtuelle de Rex où les participants vont pouvoir revenir sur leur pratique avec leur formateur. L'idée là, c'est plus que la communauté vienne pour un peu fédérer autour de la CNV, aider à pratiquer sur le long terme. Mais surtout, le travail pour nous, il a été assez différent. Ça a été un travail qui a consisté à faire venir la communauté à nous. Autant dans l'autre parcours, nous, on a créé la communauté. L'idée, c'était de faire venir les participants et qu'ils utilisent la communauté. Là, c'était plutôt à nous d'aller chercher la communauté, l'amener vers nous et inciter cette communauté à co-construire le parcours avec nous. Donc, ça demande de l'énergie, bien sûr.
parce que en fait, on a plusieurs allers-retours de validation. Mais l'intérêt, c'est que derrière, la communauté va pouvoir nous aider à aller chercher des apprenants, à aller chercher du contenu, nous donner des idées, et donc parler aussi de cette formation. Donc, pas de solution miracle. À chaque fois, c'est du sur-mesure. Ça demande de la ressource, du temps, juste pour préciser. Et puis, encore une fois, pour rebondir sur ce que disait Anka tout à l'heure, encore une fois, on s'adapte à ce qu'elle appelle les conditions socio-organisationnelles. Donc, quelles sont les ressources disponibles, quels sont les acteurs. Là, c'est complètement les communautés qui existaient historiquement avant notre arrivée, c'est purement informel. Elles n'ont pas été décrétées par l'organisation, par des directeurs. Elles existaient avant. C'est des salariés qui se sont auto-saisis du sujet parce que ça les aide à avoir des meilleures relations dans l'entreprise. Donc c'est plus agréable. Et aussi pour l'entreprise, l'intérêt derrière, c'est dans les projets, il y a moins de friction, c'est plus fluide. Donc tout le monde est gagnant, mais encore une fois, à la base, c'est un choix de salariés. Donc, ils sont motivés, il y a l'implication. A contrario, ce n'est pas forcément reconnu par l'organisation. Donc, la formation est là, puisque nous, on a des ressources et on est une entité institutionnelle. On regarde comment les aider à mieux fonctionner. Donc, on leur apporte des espèces de prestations de services sur des fondamentaux, par exemple, pour des rappels de fondamentaux pour les aider dans leurs animations après à pas avoir à répéter les fondamentaux. Donc, s'ils détectent en local des gens qui ont besoin de monter en compétences fortement, ils peuvent les envoyer dans la formation. On vient de finir un e-learning qui est aussi une ressource en ligne, donc qui va être intégré dans le parcours qui est décrit là, mais qui va être aussi en accès pour les communautés, en accès libre. On a monté une activité de théâtre forum aussi pour sensibiliser sur les sites sur qu'est-ce que la CNV, sous un format donc théâtre forum, qui est un format assez intéressant. Donc là, c'est pour susciter de l'intérêt et grossir les rangs des communautés. Alors pas de façon artificielle, hein. Encore une fois, c'est basé sur l'intérêt que les gens peuvent y trouver ou pas. Mais on ne peut pas y trouver d'intérêt si on ne connaît pas, si on ne sait pas ce que c'est. Donc on aide en local les communautés en présentant ce qu'est la CNV. Et après, les gens, libres à eux de vouloir rentrer, en savoir plus, ou de pas du tout rentrer. Hein, voilà. Donc en résumé, je dirais que travailler avec une communauté préexistante, c'est beaucoup de co-construction, leur faire valider nos contenus à chaque fois, et beaucoup de données pour recevoir. C'est-à-dire que Orange a construit ces théâtres forums qui ont été déployés quand ils le souhaitaient dans les différents sites. On leur donnera accès au e-learning, on leur donne un certain nombre de choses ce qui fait qu'eux aussi sont appétents à co-construire avec nous. Et donc, oui, je vois qu'on se rapproche, je conclus. L'intérêt, alors très rapidement, parce que l'intérêt, donc c'est le premier, c'est la qualité du transfert dans l'activité sur le long terme. Ce qui est important quand on veut travailler avec les communautés, c'est toujours de partir de l'existant, d'abord de faire un état des lieux, qu'est-ce qui existe, ne pas recréer une communauté là où il en existerait déjà une. La communauté est un catalyseur des savoirs, de l'apprentissage. Et ça permet aussi, pour les responsables formation, de déplacer un peu son énergie, je dirais, parce qu'aujourd'hui, les deux formations qu'on vient vous présenter, les deux parcours, qui pourtant peuvent paraître un peu longs, fonctionnent tout seuls. On n'a pas besoin d'aller faire de la pub, entre guillemets, pour aller chercher des apprenants. Depuis le pitcher un projet avec le storytelling, ça doit faire 5-6 ans qu'il est en cours, 8 ans qu'il est en cours, et on n'a jamais eu à aller chercher les apprenants. Ils viennent tout seuls parce que la communauté fait le travail pour nous à la fin. Et sur la CNV, c'est pareil. Donc finalement, c'est un peu déplacer son énergie en faisant travailler la communauté pour nous. Et voilà. Et la question qu'on se met à la fin, c'est: la communauté ne serait-elle pas aussi un vecteur de rétention dans un monde où on parle de big quitting, de démission, etc., où il y a un manque de sentiment d'appartenance à l'entreprise? Appartenir à une communauté, c'est aussi appartenir à l'entreprise.
Impeccable. Alors, il nous reste 2 minutes. S'il y a une personne ou deux qui ont une question. Oui. Madame d'abord, puis après. Bonjour. Moi, j'ai une question sur le parcours de formation où vous avez créé la communauté autour. Comment est-ce que vous avez fait pour fédérer les collaborateurs à entrer dans cette communauté et aussi à communiquer dans cette communauté sans avoir la peur du jugement, vraiment en s'engageant autour du sujet? Voilà, ça m'intéresserait de savoir comment vous avez procédé. Non, mais justement, cette communauté, elle est intéressante et les deux cas sont très différents parce que pour la première, celle à laquelle vous pensez, c'est bien la formatrice qui la met en ligne dans le cadre de son parcours. Donc, elle réfléchit vraiment à cette formation comme une ressource pour sa formation et elle les envoie en permanence vers la communauté, vers les exemples qui sont là, piocher des images, donner des idées. Il y a des bibliothèques d'images et en sens inverse, elle récupère tout ce qu'ils ont fait et remet en discussion collective dans la formation. Il y a des moments de discussion collective. Donc vraiment, c'est une formation qui est une ressource pour sa formation. Et c'est sûr, c'est intégré, c'est son temps d'animation à elle. Elle est animatrice et formatrice à la fois, mais elle y va dans les deux sens. Effectivement, très intéressant, donc effectivement très frustrant, parce qu'on aimerait en avoir plus, on aimerait avoir plus de questions. Chacun en a plein. Et bien, ce que je vous propose, c'est d'aller sur leur stand. Et donc, quel est votre numéro de stand? 42. 42. Donc, posez toutes les questions. Vous aurez tout le temps d'avoir des équipes qui vous accueillent avec talent. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci.